Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue, on attaque aujourd'hui avec une question d'un auditeur qui est assez directe et qui fait réfléchir. Est-ce qu'il faut vraiment entretenir la douleur quand on parle des abus? On sent bien derrière ça une crainte, la peur que remuer tout ça, ça sert juste à l'enraciner encore plus. C'est cette tension qu'on va explorer ensemble avec une source intéressante, une réflexion du collectif Voix libérée. Oui, bonjour. Et c'est une crainte tout à fait légitime et on l'entend souvent. Le texte de Voix libérée qu'on va regarder, justement, il aborde ça de front. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu leur raisonnement. Pourquoi, pour eux, c'est si important de parler, même si ça a l'air de raviver la souffrance. Alors allons-y. Le collectif, d'emblée, il pose une distinction qui me semble clé. Il ne s'agit pas d'entretenir la douleur, mais de lui donner une place juste. C'est subtil quand même. C'est quoi l'enjeu derrière ça pour eux? On pourrait se dire que la frontière est mince, non? Justement, c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Pour Voix libérée, se taire, ne pas parler, en fait, ça revient à risquer l'oubli. Et cet oubli, d'après eux, c'est une sorte de victoire pour les auteurs des abus, et parfois aussi pour le système qui a permis ces actes ou qui les a couverts. Le texte pointe du doigt une confusion assez fréquente entre la vraie paix et une espèce d'amnésie collective. Ils insistent beaucoup là-dessus. La paix, la vraie, elle ne peut pas se construire sur le déni. Donc l'intention, c'est absolument pas de, je cite, raviver inutilement des blessures ou de s'installer dans le malheur, quoi. Non, il s'agit de reconnaître ce qui a eu lieu. Simplement. Enfin, simplement. C'est déjà énorme. D'accord, je vois mieux. Donc, si le silence est vu comme une sorte d'amnésie, voire de complicité passive, comment est-ce que la parole, alors, devient ce qu'ils appellent un chemin de dignité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se répare pour la personne et pour la collectivité quand on met des mots? Alors, le collectif, leur vision de la guérison, elle est différente de l'idée un peu facile de juste tourner la page. Pour eux, la reconstruction, elle passe d'abord et avant tout par la reconnaissance. Reconnaître les faits, oui, l'abus a eu lieu. Et puis, par une écoute attentive, solidaire, au sein de la communauté. Chaque histoire partagée, ils la voient comme une pierre posée dans la mémoire collective. On pourrait dire que c'est ça qui nous façonne en tant que groupe, cette compréhension commune du passé, des blessures. C'est dire, oui, ça existait, mais c'est aussi, et ça c'est crucial, poser les bases d'un engagement, on refuse que ça se reproduise. Oui, cette notion de mémoire collective, ça nous amène assez logiquement à une autre idée forte du texte. Passer de la douleur individuelle, souvent vécue seule, à une force commune. Ça sonne puissant. Mais comment est-ce que ça se manifeste concrètement, cette transformation? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de diluer un peu l'expérience personnelle qui est si unique? C'est une excellente remarque. Le texte, il suggère pas du tout d'effacer l'individu dans le collectif. Pas du tout. C'est plutôt de transformer l'énergie qui vient de cette mémoire douloureuse. Au lieu que ça reste une source de souffrance individuelle, isolée, cette mémoire, une fois qu'elle est partagée, reconnue, eh bien elle peut devenir un moteur. Un moteur pour une force commune. Concrètement, ça veut dire plus de vigilance face aux mécanismes qui rendent les abus possibles. Ça veut dire aussi une solidarité plus forte entre les personnes concernées et leur entourage. Et puis, une capacité collective à agir pour la prévention, pour la justice. Donc, parler, témoigner, analyser ensemble, c'est pas rester coincé dans le passé, c'est reprendre le contrôle en quelque sorte. Affirmer que la souffrance, oui, elle est réelle, on la reconnaît, mais elle n'aura pas le dernier mot. Ni sur le parcours des victimes, ni sur l'avenir de la communauté. C'est une affirmation de vie finalement. Oui, ce qui est frappant, c'est vraiment ce renversement de perspective par rapport à la question de départ. Pour Voix libérée, loin d'être une complaisance dans le malheur, parler des abus, c'est un acte de libération fondamental. Il s'agit de briser un silence qui a été imposé, de restaurer une dignité attaquée et de construire une mémoire. Pas une mémoire figée, non, mais une mémoire vivante, tournée vers l'avenir. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, le texte se termine sur une phrase qui résume parfaitement ça et qui donne à réfléchir. Je cite « Ce n'est pas la parole qui entretient la douleur, c'est le silence qui la fossilise et l'isole. » Voilà, je crois que tout est dit là.
Le silence qui fossilise et isole. C'est une image très forte pour conclure notre exploration d'aujourd'hui. Ça nous laisse peut-être avec cette question à méditer au-delà de ce cas précis des abus. Quel est le vrai coût du silence comparé au potentiel de la parole, même si elle est parfois douloureuse, mais nécessaire dans nos processus de guérison et dans la construction d'une mémoire collective qui soit juste et vivante. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.